des événements pour la famille Pelletier. Premièrement, on va regarder l'ensemble de votre famille pour votre situation familiale, pour la famille Pelletier. On va aussi regarder la succession de M. Pelletier et la planification fiscale de Jeanne Pelletier avec les biens et tout ce qu'elle a reçu suite au testament et pour l'entreprise Construit Tout. Premièrement, pour votre famille, Martine Pelletier, la conjointe de Jacques, et votre fille Jeanne Pelletier, ainsi que la toute nouvelle de la famille Camille Pelletier et le conjoint de Jeanne, Jason Phelps. Donc, pour ce qui est de la succession de votre père et votre mari, dans le fond, en gros, dans le testament de monsieur, il y avait Jeanne qui héritait du chalet en Floride, des obligations d'épargne du Québec, ainsi que le tiers de céréales. Pour ce qui est de son épouse, Martine, elle reçoit la police d'assurance vie, ainsi que le restant des biens. Par la suite, au niveau de la fiducie, dans le fond, lors du décès, il y a une création d'une fiducie testamentaire. En gros, c'est une fiducie testamentaire autre, étant donné qu'elle n'est pas en faveur du conjoint, mais de la conjointe dans ce cas-ci, étant donné qu'il y a aussi comme bénéficiaire sa fille, Jeanne. Et donc, la règle, c'est que la disposition doit se faire à la juste valeur marchande pour tous les biens. Dans le fond, il faut inclure tous les revenus de 2016 à compter du 1er janvier de M. Pelletier, dans le fond, dans la fiducie, ainsi que toutes les plus ou moins values sur les gains en capital lors de la vente de ces biens. OK. En gros, c'est les actifs principaux que détenait monsieur. On a sa résidence principale, son chalet en Floride, son REER d'un montant de 296 548, son automobile, ses actions dans Plicule Inc., ainsi que ses actions dans Jones et son terrain boisé. Donc, premièrement, pour ce qui est de la résidence principale et du chalet, il y a l'exemption de gains en capital, là, dans le fond, qui est possible pour un des deux. Et ici, on a calculé, dans le fond, l'augmentation de valeur moyenne par année. Donc, pour la maison, on peut voir, dans le fond, c'est 22 années qu'il a possédé, mais pour le chalet, c'est 17 années. Donc, quand on calculait l'augmentation de valeur, 110 000 divisé 22 années et 200 000 divisé 17 années, c'était le chalet, dans le fond, qui avait une plus grande augmentation de valeur par année. Alors, c'est avec le chalet que l'exemption résidence principale va être le plus bénéficiaire, le plus rentable. Alors, on va la prendre principalement sur le chalet. Donc, ici, le calcul, en fond, on le voit bien. Bon, la juste valeur marchande moins le coût. On a le bien en capital pour la résidence principale, 111 000, pour le chalet, 200 000. Et là, ici, si on fait le calcul de la résidence, de l'exemption, ce qui est pratique, c'est que dans le calcul, il y a un plus 1 qu'on peut aller chercher. Donc, ici, pour le chalet, étant donné que c'est lui qui a eu le plus de valeur, on veut l'exempter au maximum, donc à 100 %. Alors, étant donné qu'il a possédé 17 années, on peut seulement le désigner comme étant notre résidence principale pour 16 ans et aller chercher, en fond, le plus 1 de la formule. Donc, on reste à 100 %, donc aucun gain en capital imposable. Et cette année de plus-là, on peut l'appliquer, dans le fond, pour la résidence principale. Donc, les 5 années en 1995 et 2000 qu'il l'a possédé, plus 1 an pour l'année de plus que le chalet ne prend pas. On tombe à 6 plus 1 de la formule. Donc, 7 ans, ce qui nous fait une exemption d'environ 32 %. Alors, bon, moins l'exemption, le gain en capital, 75 182 fois 50 % pour un gain en capital imposable de 37 841 $. Donc, pour ce qui est de l'automobile, Martine veut vendre l'automobile, puis éventuellement, étant donné qu'il n'y a pas de perte possible parce que c'est un bien à usage personnel, c'est-à-dire un VHP. Donc, elle ne pourra pas mettre ses pertes sur son calcul de revenus. Pour ce qui est du terrain, c'est imposable dans les mains de la fiducie, mais ce sera un perte en capital déductible pour le revenu de Martine si elle décide de le vendre à 35 000 parce qu'elle a dit dans la trame de fait qu'elle désirait peut-être le vendre à perte, donc pour faciliter la vente de ce terrain.
Pour ce qui est des parts qu'il détient dans Plicul Inc., Plicul Inc. est une entreprise qui est admissible à l'exonération de gains en capital, soit la déduction de gains en capital, qui est rendue à 813 600 $ cette année en date d'aujourd'hui. Donc, étant donné que c'est une SPCC, c'est une société privée contrôlée canadienne. C'est une entreprise exploitée activement selon les termes de notre cas. Ainsi, il respecte le critère du 24 mois, c'est-à-dire 50% de la juste valeur, et sont des biens à exploiter activement. Ainsi, donc, il est déductible au complet. C'est sûr qu'il ne va pas l'utiliser au complet, étant donné que c'est moins que 800 000 de gains pour la vente de ses actions. Donc, aussi, étant donné qu'il y a une grosse part d'actions dans cette entreprise, il faudrait vérifier la convention unanime des actionnaires pour voir les clauses de rachat à ce moment-là, s'il peut les vendre à n'importe qui ou à ses co-actionnaires à ce moment-là. Pour ce qui est des dividendes, dans le fond, il y avait des dividendes déclarés mais non versés. Alors, pour ça, il y a un traitement spécial un peu. Dans le fond, il y a la possibilité d'inclure nos dividendes dans une déclaration distincte qu'on nomme droit et bien, donc distincte de la déclaration principale. Alors, on peut le voir ici dans le fond, l'impact que ça a, c'est qu'on repart notre sol imposable à 0, donc, mettons, à 3A, on va venir réinclure le revenu de dividende avec aucun autre revenu, vu qu'il n'y avait rien d'autre qui était déclaré mais non versé. Alors, ça nous donne un revenu imposable de 5 000 $. Dans ce cas-là, étant donné que c'est des dividendes, on va pouvoir aller chercher le crédit d'impôt pour les dividendes. Alors, on n'aura aucun impôt à payer à ce niveau-là pour les dividendes. Et dans le fond, pour la déclaration principale, on va venir inclure, comme j'ai dit précédemment, tous ces revenus de l'année et dans le fond, les gains en capital qu'il a réalisés. Puis, dans le fond, la déclaration finale, on a 6 mois à partir de la date du décès ou au 30 avril 2016. On va choisir la date la plus tard. Donc, dans notre cas, étant donné qu'il est décédé le 15 janvier 2016, on a jusqu'au 15 juillet 2016 pour produire notre déclaration finale et payer les impôts. Pour d'autres questions fiscales aussi, au niveau de l'assurance vie, vous nous avez demandé si c'était possible de l'utiliser pour payer les frais de funéraires. Oui, c'est possible. L'assurance vie n'est pas imposable, donc vous allez recevoir le 100 000 $ au complet. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser à votre guise. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser contre le 25 000 pour les frais funéraires. On va aussi pouvoir payer le 1 250 pour la marge de crédit que votre père avait, la seule dette qu'il avait. Et aussi, par contre, pour les dons de bienfaisance, je sais qu'il faisait des dons de 2 000 $ si je ne me trompe pas, annuellement. Par contre, cet organisme-là n'est pas réputé comme un organisme de bienfaisance au Canada. Donc, on ne pourra pas prendre de déduction à ce niveau-là, malheureusement. Ici, c'est un résumé du testament de votre père. Comme qu'on a mentionné au début, Jeanne va recevoir le chalet en Floride. Elle va recevoir les obligations d'épargne au Québec, ainsi que le tiers des REER de M. Pelletier. Et aussi, pour Martine, vous allez recevoir la police d'assurance vie après les frais de funérailles et tout ça, ainsi que le reste des biens de M. Petit. Donc, au niveau de la succession et la planification de Jeanne Pelletier. Donc, selon le testament de M. Pelletier, les REER sont séparés tiers pour Jeanne et 2 tiers pour Martine, soit sa conjointe. Donc, c'est 98 850 $ pour Jeanne. À ce moment-là, Jeanne nous avait dit aussi qu'elle était intéressée à payer ses dettes avec les montants de 30 000 $ avec ses REER. Cependant, il y a des impacts fiscaux avec les REER. Il y a l'imposition des montants retirés des REER, c'est-à-dire que les montants de ce qu'on dépose dans un REER ne sont pas imposés, sont seulement imposés au retrait du REER. Donc, la stratégie générale, c'est retirer les montants du REER quand on a un revenu bas, soit à la retraite évidemment, parce qu'on a moins de revenus, ou taux d'imposition bas, ou carrément nul. Donc, à ce moment-là, c'est ça le moment qui vaut la peine de retirer les REER. Donc, les impacts fiscaux des REER. Si Jeanne retire 30 000 $ aujourd'hui pour payer ses dettes,
elle sera imposée comme un revenu conjointement avec ses revenus bruts de 36 000 ce qui augmenterait son taux d'imposition, ce qui ne serait pas très avantageux pour Jeanne à ce moment-là. Si l'argent n'est pas nécessaire maintenant, il est mieux de ne pas retirer à cause du haut taux d'imposition. Donc, ça ne vaut pas la peine à ce moment-là. Cependant, on a une autre solution pour vous par la suite. Donc, évidemment, par rapport aux dettes de Jeanne, juste faire un petit à côté, c'est que Jeanne a plusieurs dettes. Carte de crédit, hypothèque, prêt étudiant, marge de crédit et prêt automobile. Évidemment, on propose toujours de payer la dette qui a le plus haut taux d'intérêt, évidemment, sur la carte de crédit à ce moment-là. Bon, pour ce qui est de fiducie, dans le fond, Jeanne, elle nous avait demandé des conseils, elle n'est pas très à l'aise. Premièrement, ça prend toujours un constituant pour la fiducie. C'est une personne, en fond, qui va avoir un lien. Ça ne peut pas être n'importe qui qu'on choisit comme ça là, dans la rue, il faut qu'elle connaisse. Et dans le fond, le constituant, il doit faire un bien un don de un de ses biens pour, dans le fond, écrire la fiducie ainsi. Et c'est important que le constituant ne doit jamais être fiduciaire ou bénéficiaire. Ensuite, pour les fiduciaires, dans le fond, lui, il agit un peu comme CA. C'est conseil d'administration comme d'une entreprise, mais c'est le gestionnaire de la fiducie. Et lui, ça prend au moins un indépendant qui ne sera jamais bénéficiaire. Donc ici, on avait le conjoint. On a la fiducie et l'unique bénéficiaire, Camille, elle qui va pouvoir recevoir pour les revenus. Comme on le voit ici. Puis sinon, Camille, étant donné qu'elle est encore mineure, elle est en bas de 18 ans, il faut faire attention avec les revenus qu'on lui donne parce qu'elle va être imposée à un taux élevé. Alors, on est mieux d'attendre qu'elle aille atteindre la majorité avant d'y en verser, surtout que c'est pour payer ses frais de scolarité. Alors, on peut attendre au moins qu'elle se rende là avant de commencer à lui verser les revenus. Ah oui, c'est un revenu de location. Et c'est important de savoir que le revenu de location, il ne conserve pas sa nature une fois que la fiducie, elle verse. Donc, si, mettons, le particulier a lui-même une perte d'exploitation, on ne peut pas venir réduire cette perte-là contre le revenu de location de la fiducie. Parce que, étant donné qu'il ne conserve pas sa nature, ça devient un revenu autre de fiducie. Et aussi, pour ce qui est de l'amortissement, dans le fond, d'immeubles locatifs, si, admettons, Camille, plus tard, elle a elle-même un immeuble, tous les revenus de location de la fiducie qui lui sont versés ne sont plus réputés avec des revenus de location. Donc, pour l'amortissement des immeubles locatifs, elle ne pourra pas, là, utiliser là, le revenu de location de la fiducie pour les détruire. Donc, l'avantage de la fiducie, en réalité, c'est que la fiducie fait partie d'un patrimoine distinct de la personne. Donc, elle ne fait pas partie en cas de faillite, mettons, de Jeanne. Admettons qu'elle décide de faire faillite, admettons qu'elle fait faillite ou qu'elle a un divorce avec son conjoint. À ce moment-là, ça ne fait pas partie du patrimoine familial. Donc, ça protège d'une certaine manière sa fille pour ce montant-là. Donc, il est protégé de tout ce qui pourrait se passer éventuellement dans les prochaines 16 années de Camille pour qu'elle ait des montants pour ses études. Donc, on va passer à Construitout SNC. Donc, c'est l'entreprise dont Jacques avait une part. Donc, c'est une société en nom collectif. Donc, c'est des parts, ce n'est pas des actions. La structure de l'entreprise, c'est que Construitout a 3 participants, 3 associés, soit Tom, Jacques et Sarah. Donc, on a une offre d'achat de Serge. À ce moment-là, Serge offre de racheter la part de Jacques. Serge est un bon employé, c'est un employé qui, ça fait longtemps qu'il travaille là, donc lui, il fait confiance à ce moment-là. Cependant, il faudra examiner la convention qui a créé la société pour vérifier si, évidemment, il y a des clauses de rachat des autres actionnaires ou s'il y a des clauses à la revente à ce moment-là. Ça, c'est très important à respecter, sinon il y a généralement des clauses pénales dans le contrat. Donc, on a 3 options en ce moment. Option 1, Serge offre à acheter l'entreprise directement aujourd'hui à 550 000. Deuxièmement, on a aussi 10% il paierait 10% du chiffre d'affaires par année pendant 3 ans. Et par la suite, il paierait à la 3e année 500 000. Et l'option 3, ce serait de conserver l'entreprise pendant 5 ans. Dans le testament, il dirait que le tout reviendrait à Jean. À ce moment-là, si on décide
de vendre tout de suite ou dans les 3 prochaines années, les parts seraient divisées en moitié entre Martine et Jeanne, soit sa mère. Donc ça fait une grosse différence au niveau du choix. Cependant, Jeanne ne veut pas faire partie de l'entreprise, Martine non plus. Donc ce ne serait pas agréable, mettons, pour Jeanne de rester dans l'entreprise et conserver pendant 5 ans. Donc, troisième choix, ce serait à passer un peu de côté. Donc, l'offre de Serge. L'offre 2, en fait, on va évaluer l'offre 2, qui est un peu plus difficile à calculer sur le coût. C'est 500 000. Cependant, on estime qu'il y a une diminution du chiffre d'affaires de 10 à la première année de Serge, étant donné qu'il serait nouveau. Donc, ce serait 450 000 comme chiffre d'affaires à la première année. Et par la suite, il y aurait une augmentation de 2 par année par la suite. Donc, ce serait un versement de 10 du chiffre d'affaires pendant 3 ans. Donc, à la première année, on aurait 45 000. À la deuxième année, on aurait 45 900 $. Et l'année 3, 46 818. Évidemment, notre taux, c'est un montant non actualisé, étant donné qu'on n'a pas de taux d'actualisation. Donc, le total, on l'a juste calculé sans le taux, reviendrait à 637 718. Ce serait plus que l'offre 1, évidemment. Cependant, on n'a pas actualisé le taux, étant donné qu'on n'a pas de taux d'actualisation. Donc, on reviendrait à 3 options, donc 550 000. On aurait 500 000 à la deuxième option à la fin des 3 années. Et 137 718, mais divisé en 3 années. L'option 3, évidemment, on a dit que ce n'était pas préférable pour la famille. Donc, notre recommandation, suite à tous ces calculs, ça fait pas mal de chiffres qu'on vous montre. De notre part, on croit que l'option 2 est une meilleure option pour vous, parce que ça vous donne, dans le fond, 43 860 $ chacune de plus que l'option 1. Par contre, c'est sûr que c'est étalé sur 3 à 5 ans, dépendamment aussi de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin du capital maintenant ou plus tard? Mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, avec l'option 2, vous allez avoir plus de capital au bout de... C'est pour ça qu'on vous a recommandé l'option 2. On va aussi pouvoir prendre des provisions. Les provisions sont possibles aussi. Et avec ces montants-là supplémentaires, on va pouvoir payer les dettes de Jeanne au lieu de retirer le REER, comme on a mentionné plus tôt. Et aussi, il va y avoir une possibilité de déduction en gain en capital, comme on a fait tantôt pour les actions. Donc, on parlait aussi des traitements fiscaux, qu'il y avait des questions fiscales au niveau de Construito qu'il n'était pas sûr. Donc, il y avait les pertes sur investissement, la voiture de Tom, l'avion privé et le congrès. Donc, les pertes sur investissement. Donc, les pertes sur le marché boursier sont des pertes d'entreprise, donc déductibles à l'encontre du revenu d'entreprise. Cependant, on vous recommande d'utiliser tout de suite les revenus, les pertes sur les revenus des 3 années antérieures tout de suite, étant donné qu'on n'est jamais sûr d'avoir des revenus, même si la prévision est bonne. La voiture de Tom, les frais d'entretien, de réparation sont déductibles. Les frais d'essence sont déductibles jusqu'à l'occurrence de l'utilisation pour l'entreprise. Donc, exemple, 50 de l'utilisation pour l'entreprise donnerait 50 pour l'utilisation de l'essence, aussi pour les frais d'entretien. Si vous décidez de l'utiliser pour des fins personnelles, à ce moment-là, il faut aussi déduire pour l'utilisation personnelle, pour les frais. Aussi, les frais de location de l'automobile sont déductibles jusqu'à l'occurrence de 800 $, donc un peu moins que le frais de location payé en ce moment. Pour ce qui est de la formation, transport en avion privé, en fait, les montants de transport doivent être raisonnables. Donc, les frais de formation sont évidemment déductibles. Le séjour des épouses, non. Donc, l'avion privé était déductible. Selon nous, non, étant donné que ce n'est pas des montants très raisonnables pour le transport. Donc, finalement, pour le congrès, la loi de l'impôt permet la déduction de seulement 2 congrès, donc par année fiscale. Donc, si vous en avez plus, choisissez les congrès à déduire à ce moment-là, qui valent le plus. Les repas sont déductibles jusqu'à l'occurrence de 50 %, même en congrès. Donc, en résumé, déclaration finale à ne pas oublier. Vente de l'entreprise et consulter la... Merci beaucoup, c'est terminé. On va avoir 5 minutes de questions. On est comme prêt un peu, mais c'est juste... Première question, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a vraiment des obligations que doit respecter Martine et Jeanne, ou en fait plus Martine qui est la liquidatrice de la succession? Est-ce qu'il y a des exigences, des choses qu'elle doit absolument pas oublier pour les
lesquels elle pourrait être tenue responsable, en fait. En fait, Martine, évidemment, pour ce qui est de la succession lorsqu'il y a liquide, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse affaire avec le notaire à ce moment-là. La notaire va pouvoir faire les recherches de propriété, va pouvoir vérifier si monsieur a d'autres types de propriété afin de faire la liquidation correctement, ainsi que ses créanciers, évidemment. S'il y a d'autres créanciers qu'on ne connaissait pas, il faut qu'on fasse la vérification. Évidemment, Martine a une responsabilité légale à ce moment-là, parce que si elle ne fait pas la liquidation correctement, elle est tenue responsable. C'est sûr qu'avec la notaire, ça va beaucoup aider. Aussi, pour ce qui est de la liquidation successorale, c'est qu'il faut respecter le testament aussi, évidemment. Il faut aussi qu'elle vérifie dans le fond les soldes, s'il a déjà pris la déduction pour gain de capital ou les pertes, ou tous les montants IMRTB, tout ça pour voir bon, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que si monsieur a déjà pris la déduction pour gain de capital, alors là, son montant total il va être diminué de ce qu'il a déjà pris. Ça va être important de faire le suivi au niveau des soldes pour être certaine qu'elle ne dépasse pas les montants maximum permis. Merci. Au niveau, vous m'avez dit que les biens étaient tous disposés à la JVM. Au niveau du REER que Martine va recevoir, est-ce qu'il y aurait des choix que vous pourriez faire à ce niveau-là? En fait, les REER, c'est un solde, c'est comme de l'argent comptant. En fait, si on veut, c'est des placements que monsieur a placés. Donc, ces REER-là sont transférés directement dans la fiducie. Et après ça va être votre choix. Est-ce qu'on les retire? Est-ce qu'on les garde comme ça? C'est sûr que dû au taux d'imposition, si on les retire, on va avoir des pénalités et on va perdre une partie de ces REER-là. Est-ce que le choix est le même pour Martine que pour Jeanne ou il y a des différences? C'est sûr que leurs revenus sont sensiblement les mêmes. On parle de 31 000 à peu près pour Martine et 36 000 pour Jeanne. Donc le taux d'imposition va être sensiblement la même chose. Alors leurs décisions vont se ressembler beaucoup à cause de ça. Il y aurait peut-être un choix de roulement possible à faire à la conjointe, mais on n'est pas certain. Il faudrait qu'on aille vérifier le plus en profondeur ce que la loi dit, parce que, étant donné que c'est une fiducie autre qu'en faveur du conjoint, une fiducie testamentaire, on n'a pas le droit actuellement de faire un roulement, étant donné que ce n'est pas simplement la conjointe qui est bénéficiaire. Mais peut-être qu'à ce niveau-là, il y aurait une exception pour le REER. Il faudrait qu'on vérifie plus pour être certain. OK. Petite question dans le fond. Avez-vous un petit peu estimé les impôts? Est-ce que avec est-ce que c'est premièrement, est-ce que c'est une des obligations du liquidateur de payer les impôts du contribuable décédé de 1? Puis 2, avez-vous estimé? C'est-à-dire, y en a-tu assez, mettons, avec l'assurance vie pour payer les impôts de la succession? Ou, c'est sûr que c'est le testamentaire, dans le fond, il est obligé de payer les impôts du décédé. Par contre, on n'a pas vraiment eu le temps d'estimer les taux, mais comme on a pas... étant donné qu'on n'a pas de taux d'imposition exact avec nous, mais on ne peut pas estimer. Mais étant donné qu'on va avoir une vente de l'entreprise aussi bientôt de Construit Tout, à ce moment-là, il y a beaucoup de liquidité qui va sortir, qui va pouvoir payer les impôts de monsieur. C'est un peu dans ce sens-là aussi, c'est savoir, vous avez une idée à peu près des montants que chacun va avoir et à quel moment? Les montants. Les montants d'argent, de liquidité que chaque personne va avoir de disponible une fois la répartition de la succession faite entre les différentes personnes. À ce moment-là, Jeanne va avoir évidemment le tiers du REER, donc comme on avait dit tantôt, c'est environ 97 000. La valeur du chalet, évidemment. Puis les obligations. Oui, d'épargne du Québec, avec les impôts. Ça va être disponible quand, ça? Ça va être disponible lorsque on va avoir fini de liquider. Évidemment, il faut vérifier, il faut attendre un certain moment pour vérifier si les créanciers qui se présentent, il faut garder un solde dans la fiducie testamentaire pour pouvoir prévoir en cas de si les créanciers se pointent à ce moment-là pendant une certaine